Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Laurent Maffre, bonjour. Bonjour. Nous nous rencontrons pour parler de Demain demain, à l'occasion de la parution du 2e volume de cette histoire que vous nous racontez en bande dessinée. L'histoire d'une famille algérienne qui arrive en France en 1962 dans le bidonville de la Folie à Nanterre. Le premier volume s'intitule Nanterre, bidonville de la Folie 1962-1966 et le second volume s'intitule Gennevilliers, cité de transit 1973. Donc c'est une fiction, mais c'est presque un documentaire aussi. Comment vous êtes-vous lancé dans ce projet ? Bien, l'envie c'était au départ de travailler sur, comme souvent dans les quelques projets que j'ai pu faire, sur les angles morts de l'histoire de France. C'est-à-dire souvent les moments de l'histoire qui ont été oubliés pour une raison ou une autre, souvent pour des raisons politiques. Et pourquoi ces angles morts ? Parce que souvent ce sont précisément ces temps-là de l'histoire qui résonnent particulièrement avec l'actualité, avec aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils nous parlent en fait. Et c'est aussi pour ça des fois que des problèmes ou des questions émergent dans notre société et qui sont en fait des questionnements récurrents, lancinants, que l'on n'a jamais vraiment regardé. Qui sont négligés. Qui sont négligés, voilà. Et donc l'idée de travailler sur cette histoire, c'est la volonté de traiter de l'immigration dans l'après-guerre, en l'occurrence ici de l'immigration plutôt algérienne, marocaine, tunisienne, et d'aborder cela aussi à travers le prisme d'une France qui est en reconstruction, qui doit reconstruire des villes, qui doit nourrir en bras son industrie, etc., etc. Le premier volume de cette bande dessinée était accompagné d'un web documentaire, 127 rue de la Garenne, dont on va, pour les internautes qui nous écoutent sur les applications de podcast, ils pourront retrouver sur la page du podcast sur sosweetplanet.com le lien vers ce documentaire. Ce webdoc est à nouveau en ligne. Et votre bande dessinée était suivie d'un récit sur le premier volume, d'un récit et de photos de Monique Hervaux sur ce 127 rue de la Garenne. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Monique Hervaux, avec laquelle vous avez donc travaillé, qui est une personnalité assez exceptionnelle, qui vous a aidé, je crois, pour ce projet ? Oui, elle m'a plus qu'aidé. En fait, je pense qu'elle m'a marqué. Ça fait partie des rencontres importantes quand on fait un projet, et même quand on ne fait pas de projet d'ailleurs. Vous l'avez rencontré pour ce projet ou... Je l'ai rencontré pour ce projet, sur le premier tome. À vrai dire, on a travaillé de manière plus concertée sur le premier tome, même si le livre, en fait, l'histoire, aussi bien que le dessin, m'appartiennent d'une certaine manière. Ensuite, il y a eu de nombreuses discussions, des échanges qui ont fait qu'ils ont nourri la conception de ce premier volume et également... par ricochet aussi celui de ce deuxième volet. Et Monique, je l'ai rencontrée 1 an après avoir commencé à peu près sur le premier tome, un moment où je me posais la question de devoir représenter le bidonville, comprendre un peu quel était l'environnement dans lequel les gens évoluaient, et pour ça il me manquait des photos, il me manquait des personnes qui me racontent aussi l'histoire d'une autre façon. Et c'est vrai que j'ai pu la rencontrer chez elle, par l'intermédiaire également d'un ancien du bidonville, Bouchaïb. Et donc on a commencé à échanger. Moi, j'ai amené la première BD que j'avais faite. Elle était assez sensible au dessin, à la bande dessinée. Elle avait fait des études de beaux-arts aussi, au début quand elle était étudiante. Donc après, on a noué une relation de confiance et d'amitié qui perdure encore aujourd'hui. Mais parce que, expliquez-nous un petit peu quel a été son rôle dans cette histoire à l'époque. Monique, elle a décidé à la fin des années 50 de s'établir sur le bidonville de la Folie pour manifester son soutien à l'indépendance algérienne. Et pour une femme à l'époque, c'était un des rares moyens qu'elle avait de trouver cet engagement-là auprès des populations. Elle y est restée sur le bidonville vraiment à vivre pendant 4 ou 5 années. Et ensuite, elle s'est établie à proximité, toujours dans le but d'aider ses familles et en jouant un nombre de rôles assez conséquents, c'est-à-dire aussi bien un rôle d'écrivain public pour aider à faire les démarches administratives, mais aussi à aider ces populations à défendre leurs causes auprès d'autorités qui ne sont pas particulièrement disposées à les écouter, donc la préfecture, les autorités diverses et variées pour faire les papiers ou autres. Elle a fait des cours aux enfants, elle a monté une coopérative pour des matériaux, où elle a participé du moins à cela. Et elle a surtout eu un autre rôle vraiment décisif, c'est qu'elle s'est très rapidement aperçue, elle a eu cette clairvoyance de penser à collecter en fait des informations
en se disant que justement cette histoire-là, cette histoire de ces familles algériennes ou marocaines qui arrivaient en France, qui étaient reléguées aux confins des villes, serait précisément une histoire que la France aurait tendance à oublier. Et donc elle a réalisé des enregistrements sonores, elle a réalisé de multiples interviews, elle a dressé des plans du bidonville, elle a écrit dessus le bidonville, elle a joué un rôle d'intermédiaire dans tout un tas d'associations ou de groupements qui ont défendu la cause des Algériens, ou des Marocains ou des Tunisiens. Elle a été une sorte de personne un peu éclairée qui pour moi a été une forme de révélation parce que finalement quand la première fois que je l'ai rencontrée, moi j'étais en manque d'images sur le bidonville et elle m'a sorti une sorte de mallette en plastique comme ça qui était remplie, bondée de photos. Et comme elle vivait avec les familles, elle prenait le thé avec elle participait au repas, les enfants la connaissaient. Eh bien, toutes ces photos-là sont des photos qui ne sont pas des photos posées, enfin, ou rarement, mais en tout cas, on y ressent en fait une amitié, une dimension très humaine. Voilà. Et c'est vrai que quand on est un auteur qui travaille en 2010 ou 2020 bientôt sur ces sujets-là, que l'on n'a pas vécu les bidonvilles, que l'on était même très loin de la banlieue parisienne, mais ça donne des prises, ça donne une dimension concrète qui sert à faire évoluer ces personnages d'un récit. En fait, il y a une petite interview d'elle qui est présente actuellement au musée de l'histoire de l'immigration dans l'exposition Paris-Londres Musique Migration, justement sur cette époque. Et dans les rares documents qu'on peut trouver avec des interviews d'elle sur le net, on la voit vivant toujours dans une petite caravane. Est-ce qu'elle y vit toujours ou elle y a vécu apparemment jusqu'assez récemment? Oui, elle y vit, mais elle est bien dans cet endroit-là. Elle est bien avec sa table et son crayon et à écrire, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui n'accorde pas d'importance particulière à une forme de confort matériel, mais surtout qui a une forme de conviction et de force de caractère assez étonnante quand on le rapporte à notre société. Enfin, elle est dans un combat qui dure depuis 70 ans. Oui, parce que quel âge elle a? Elle a plus de 80 ans aujourd'hui. Oui, elle doit avoir 90 ans là. Ouais. Mais elle va bien? Oui, Vous avez de ses nouvelles? Oui, je la vois. Alors vous êtes professeur agrégé, vous enseignez les arts appliqués. Vous aviez publié en 2007, je crois, une adaptation des enquêtes d'Albert Londres sur le bagne, à partir du témoignage d'un bagnard. Et c'était déjà une proposition d'immersion dans un réel passé. Et pour Demain, vous avez travaillé vous aussi à partir de témoignages de personnes qui ont vécu au bidonville de Nanterre. Et si j'ai bien compris, vous souhaitez à nouveau interpeller sur des problématiques actuelles au travers de ce choix de sujets qui se passent dans les années 60-70. Oui, ce qui est intéressant dans les sujets, dans ces angles morts, c'est qu'ils nous parlent encore aujourd'hui. Et souvent, quand on a des populations qui sont marginales, ou marginalisées de fait par la société, le discours qui est tenu est toujours un discours extérieur qui considère la situation de ces personnes-là. Et moi, mon parti sur ces deux tomes-là, c'est de plonger le lecteur au cœur du bidonville et que les personnes puissent voir presque avec les yeux des personnes qui ont vécu la situation. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas être dans un rapport trop didactique ou pédagogique ou explicatif, c'est-à-dire avec une personne ou une entité extérieure qui nous raconterait quelque chose ou de mettre en scène, par exemple, le journaliste qui pourrait découvrir la situation de la même manière que le lecteur découvrirait la situation, tout comme le journaliste. Mais j'essaie au contraire d'être dans un rapport plus immersif où les choses se jouent des fois plus dans les détails, en fait. Des fois, la condition des gens se vit plus à l'échelle de détails anodins que dans des explications plus générales, plus globales. Et qu'est-ce qui vous a fait choisir ce sujet-là, en fait? Comment vous êtes parti sur ce thème? C'est plus l'envie de travailler sur les situations comme ça, un peu de relégué de la société. Je trouve ça toujours intéressant. J'avais envie de travailler autour du milieu ouvrier, notamment des chaînes auto. Et assez vite, je me suis dit, je vais travailler sur les OS. Puis après, je me suis dit, les OS immigrés, c'est aussi un sujet qui peut avoir un écho aujourd'hui qui est intéressant, surtout que on est dans une époque où on parle de désindustrialisation, où on voit que les conditions de travail, des fois, elles ont évolué, les machines ont évolué, etc. Mais on s'aperçoit que quand même le rapport à la cadence, le rapport à l'autorité, à des décisions administratives qui d'un coup font que les personnes perdent un peu leur horizon, ça arrive toujours. Donc toutes ces questions-là m'intéressaient, puis on ne sait jamais vraiment comment l'expliquer, mais ça se cristallise autour de questions. Et assez vite, en fait, j'en suis venu à m'intéresser au bidonville,
en me disant que voilà, il fallait d'abord comprendre pourquoi ou comment les gens arrivaient ou quittaient leur pays, comment ils éprouvaient cette forme de déracinement, et ensuite comment on allait pouvoir expliquer leur vie en France et entre autres leur vie en tant que coès. Donc finalement le deuxième volet de ce livre-là, il est presque plus raccord avec ma première intuition de départ, mais il m'a semblé plus opportun de travailler sur le bidonville dans un premier temps et de situer cette histoire après la guerre d'Algérie. Voilà, parce qu'en fait, dans ce bidonville de Nanterre, vous avez choisi une famille algérienne, mais en fait, il y a beaucoup de nationalités, pas que des Algériens. Donc, d'où venaient tous ces gens? Comment sont-ils arrivés là? Pourquoi se sont-ils concentrés là, à ce moment-là? Les bidonvilles, ces bidonvilles-là se développent surtout à partir des années 40-50. Enfin, il y en a d'autres avant-guerre, hein, mais si on parle de ceux, par exemple, de Nanterre, puisqu'il y en avait plusieurs, moi je m'intéresse au bidonville de la Folie, qui est le plus grand bidonville de Nanterre, et même de l'ouest parisien, où il y a 8000, 9000 personnes, 300 familles, avec une seule adresse administrative, donc le 127 rue de la Garenne, ce qui fait que par exemple tous les enfants normalement sont scolarisés à la même école, puisqu'ils sont à la même adresse, et un seul point d'eau pour toutes ces populations-là. Et donc ces bidonvilles se développent généralement sur à l'endroit où du terrain est disponible, donc ce sont souvent des terrains vagues qui sont, là c'était des anciennes champignonnières qui étaient à proximité, et qui vont progressivement devenir au cœur du développement des nouvelles agglomérations ou des nouveaux réseaux urbains. C'est-à-dire que ces populations, souvent, elles viennent d'abord, ce sont les hommes qui arrivent pour travailler, ils viennent en tant que célibataires, et puis au bout de quelques années, ils demandent à leur famille, souvent leurs femmes et leurs enfants, de venir en France. En fonction de l'âge des enfants, ces enfants vont pouvoir ou non récupérer le réseau de l'éducation nationale plus ou moins rapidement, c'est-à-dire soit avoir quelques années en école et partir très rapidement dans le monde du travail, soit des fois, s'ils arrivent autour de 4-5 ans, pouvoir intégrer l'école et dans ce cas-là, arriver des fois à la suivre plus longuement. Et donc ces familles se retrouvent généralement par affinité, soit familiale, soit liée à leur village d'origine. Donc il y a une structure sociale extrêmement forte sur les bidonvilles, une structure d'entraide aussi, alors il y a forcément aussi des tensions, mais ça se constitue autour d'une série de noyaux comme ceci, qui regroupent des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, et à chaque fois il y a les Algériens de tel endroit, de tel autre, etc. Et pendant la guerre, ces populations, ces bidonvilles vont être mis sur surveillance, parce qu'on craint, le développement d'une guerre, un débordement de la guerre d'Algérie au sein de la France. Et donc on a un contrôle policier extrêmement présent, avec des brigades, donc les brigades Z, qui sont chargées de démolir par exemple toutes les constructions qui se développent en dehors d'une certaine enceinte ou d'un certain périmètre pour éviter que justement le bidonville ne se propage. Et donc voilà, on a une population qui est extrêmement contenue, ça fait une vingtaine d'hectares le bidonville de la Folie, mais du moins qui est circonscrite, et on promet dans l'après-guerre un relogement à ces familles, mais on est dans une sorte de jeu de dupes, c'est-à-dire qu'on sait très bien que ces relogements n'adviendront jamais. Donc ces bidonvilles-là vont subsister en gros jusque dans les années 70, et ils vont être résorbés, comme on dit à l'époque, ou rasés autour des années 70, sous le fait d'une impulsion gouvernementale qui aura pour but d'afficher plutôt l'idée qu'ils gèrent le problème, mais en reléguant les populations dans d'autres endroits qui ne sont pas des HLM. Et progressivement, on va éclater aussi ces structures familiales ou ces structures locales qui s'étaient reformées au sein du bidonville. Oui. Voilà. Alors au travers des thèmes que vous abordez, donc la précarité, l'immigration, le travail, le logement, on prend la mesure d'une violence qui s'exerce dans la vie quotidienne. C'est le règne des abus de pouvoir, de l'injustice, des humiliations, de la domination, le manque de considération. Est-ce que puisque vous avez recueilli des témoignages, les témoignages que Monique Hervaux avait enregistrés à l'époque, et vous-même êtes allé rencontrer des personnes qui avaient vécu dans ces bidonvilles et cités de transit, est-ce que c'est vraiment... Parce que c'est très fort dans vos 2 volumes, toute cette injustice, en fait, ce sentiment d'injustice, de violence subie. Est-ce que c'est vraiment le sentiment majoritaire qui ressort de tous ces témoignages? En fait, je pense que ça dépend si l'on parle de la première génération, c'est-à-dire des parents ou des enfants. C'est-à-dire que la première génération subit... De ceux qui y vivaient, voilà. je parle. Oui. Ouais, mais les parents qui vivent sur le bidonville, ils subissent en fait. Ils subissent un système qui est injuste, mais ils ont besoin d'avoir des
des aides, des fois ils payent pour avoir un logement quand il y a une opportunité d'en avoir un, mais Ils payent en corruption. Hein. Oui, voilà, Oui. en corruption, oui. Ils payent dans leur gère aussi un peu. D'après ce que vous Voilà. expliquez dans, Voilà. dans le deuxième volume. Mais c'est vrai qu'ils sont plutôt dans une attitude de ne pas faire quand même de vagues. Il y a les précédents avec la manifestation de 61, il y a l'idée aussi qu'ils sont venus pour travailler en France et avec le désir dans un futur prochain de retourner au pays. Voilà, donc il y a cette idée de rester relativement discret et d'endurer quand même et de prendre sur eux les choses. Ça va loin. Hein. Et ça va loin, oui, oui. Et par contre, les enfants, eux, vont être dans une attitude un peu différente parce qu'eux, ils vont la sentir, cette injustice. Et ils ne vont pas l'accepter de la même manière que leurs parents. Parce que aussi, ils se projettent peut-être différemment dans le pays que leurs parents. Les parents ont fait ce choix. Les enfants, lorsqu'ils sont arrivés tout petits ou qu'ils sont nés là, c'est pas leur propre choix. Alors, dans tout ce que vous décrivez, il y a des comportements humains d'abus de pouvoir, de corruption, de petits cheffaillons, que ce soit le gardien de la cité de transit. Alors là, vous nous en faites un portrait. Je ne sais pas s'ils étaient tous comme celui-ci, mais franchement, ça donne pas du tout envie d'avoir affaire à lui et de dépendre de lui, ce qui était le cas malheureusement de toutes ces personnes. Donc, il y a aussi les petits chefs dans l'usine de voitures où Kader travaille à la chaîne. Ces comportements, en fait, on peut les retrouver plus ou moins en tout temps et en tout lieu, puisqu'ils font malheureusement partie de l'humanité. Mais là, il y a en plus cette grosse machine qui est l'administration, que sont les autorités, entre guillemets, ces autorités dont toutes ces personnes dépendent pour pouvoir rester ici. Et ces autorités qui se dressent tel un mur face à ces petites vies qui n'ont aucun pouvoir. On se rend compte à quel point cette précarité est terrible. Et par exemple, si les habitants de ces petites cabanes qui prennent l'eau et qui n'ont pas l'eau courante ni l'électricité essaient d'améliorer un tout petit peu leur baraque avec quelques parpaings ou un petit peu de tôle pour isoler, parce qu'il y a aussi des enfants malades, l'hiver, la neige, la pluie. À ce moment-là, la police débarque et leur rappelle qu'ils n'ont le droit ni de construire, ni même de réparer. Et si on les surprend à réparer, la police peut arriver, ou les autorités du bidonville, et ils démolissent tout. C'est extrêmement violent. Vous avez eu des témoignages de ça? C'est dans les témoignages de Monique Hervaux aussi? Ça arrivait fréquemment? Ah oui, ça c'est des témoignages. Là, en l'occurrence, on parle de la brigade Z sur le bidonville. Juste très rapidement, en fait, dans l'idée d'une installation, on va dire, des populations immigrées en France, la trajectoire voudrait que les personnes arrivent souvent dans les bidonvilles, ont besoin d'avoir une action socio-éducative qui est dispensée forcément par l'État français pour leur apprendre à bien vivre dans des logements, donc avant l'accession à l'HLM, et donc on les met dans une zone intermédiaire qui s'appelle les cités de transit, et qui sont des endroits où les personnes devraient rester au début quelques mois et où ils restent en fait plusieurs années. Et donc souvent on a une trilogie comme ça, le bidonville, la cité de transit et puis après l'éventuel ou le relogement en HLM. Sur ces questions-là, notamment la démolition et la reconstruction, c'est quelque chose qui est intéressant parce que si on regarde sur le bidonville, les personnes ont au départ construit leur baraque avec les moyens qu'ils trouvaient. Et vous aviez des pères qui travaillaient sur les chantiers, voilà. Donc on est toujours dans une économie un peu de la débrouille, de l'astuce, etc. Et les brigades Z sont créées par Papon dans le but de contrôler le développement des bidonvilles, donc d'empêcher leur développement, comme je disais tout à l'heure, au-delà d'un certain périmètre. Et donc les familles développent des stratégies pour construire de l'intérieur, pour repousser les murs de l'intérieur de leur maison, pour gagner sur les chemins. Donc ça conduit paradoxalement à une densification du bidonville qui l'expose d'autant plus aux incendies, à tout ça, donc encore plus de danger. Mais on leur interdit effectivement de réparer. Et quand ils arrivent en cité de transit, on leur dit aussi, quand vos carreaux sont cassés, vous ne pouvez pas le réparer vous-même, il faut que vous fassiez en gros une démarche auprès du gardien qui lui représente la CETRAFA, donc un organisme lié à la préfecture qui gère en gros ces cités. Et si on vous accorde ça, vous pourrez le réparer moyennant une certaine... Enfin, on viendra le réparer moyennant une certaine somme, qui sera forcément plus élevée que si la personne l'avait fait. Puisqu'ils ont les savoirs, ils travaillent dans le bâtiment, dans le ils sont très manuels, etc. Et donc, je pense que là-dedans, il se joue quelque chose aussi de plus fondamental, c'est l'idée que quand on ne peut pas réparer son habitation, qu'on soit propriétaire, alors il n'est même pas question de propriété, ou locataire, il n'est même pas question de locataire, parce qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, on reconnaît en fait que les personnes ne sont pas chez elles.
Ouais, quand vous ne pouvez pas poser votre marque librement, en fait, on vous fait sentir d'une certaine manière que vous n'êtes pas à votre place. Et je pense que l'histoire, je pense que moi, ce qui m'intéresse là sur ces 2 livres-là, c'est de montrer à quel point l'indépendance algérienne ne règle pas les questions françaises sur l'Algérie et comment se poursuit en fait une vision postcoloniale qui prend une forme un peu différente, mais qui reste quand même celle d'une certaine considération de la population étrangère, même si on est à cette époque-là, et c'est important de le préciser, dans les 30 Glorieuses, c'est-à-dire à une époque où on demande des bras pour construire des voitures, des bâtiments, etc. Oui, c'est ça, parce que ces personnes n'arrivaient pas comme ça. Elles arrivaient parce qu'on avait besoin de cette main-d'œuvre. On allait même les chercher. C'est-à-dire que, par exemple, les grandes sociétés de l'époque vont au Maroc, vont en Algérie pour faire des recrutements. Ils ont des recruteurs, ils viennent embaucher des personnes. Alors souvent, c'est plutôt en campagne, voilà, des paysans, des personnes qui travaillent dur, et puis on leur demande de venir en France contre une rémunération qui peut sembler beaucoup plus attirante, vu les conditions de vie assez difficiles qu'il y a au pays, surtout dans des pays qui doivent se relever aussi de quand même plusieurs années de guerre. Mais personne ne pense à leur hébergement. Oui, on n'y pense pas vraiment, en fait. Et si on veut être tout à fait juste, il faut aussi penser que dans l'après-guerre, en France, on a aussi des problèmes de logement pour les Français. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que parler du relogement en France dans les 30 Glorieuses ne peut pas faire l'économie de réfléchir aussi à la précarité du logement de personnes qui sont françaises. Il y a des documentaires ou des interviews sur ça que l'on peut voir assez facilement. De la même manière que le statut d'OS est un statut extrêmement dur aussi pour les Français. Ouvriers spécialisés. Voilà, ouvriers. Ou les Italiens, ou les Yougoslaves, ou les Turcs. En fait, il est dur pour tous les ouvriers, ce statut-là, dans ces usines-là à l'époque. Et ce qui est plus terrible encore pour les OS immigrés, c'est qu'en fait, il y a une sorte de conjonction entre la précarité du logement et la précarité du travail qui fait qu'ils sont toujours sous le coup d'une expulsion potentielle. Voilà. Vous écrivez dans le second volume, là j'ai plusieurs questions liées à des extraits en fait que j'ai pris. Donc dans le second volume, vous écrivez: une circulaire de 1972 définit les cités de transit comme un ensemble d'habitations affectées au logement provisoire des familles, dont l'accès en habitat définitif ne peut être envisagé sans une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion. Il est précisé que la durée du séjour doit être aussi brève que possible. Alors, qu'est-ce que c'était que cette éducation socio-éducative et qu'entendait-il par promotion ? La promotion, c'est l'idée qu'ils puissent accéder à des logements, mais c'est aussi la perpétuation d'une vision un peu indigéniste des populations, alors que sur le bidonville, vous avez aussi des personnes, ou les cités, vous avez aussi des personnes qui vivaient dans des villes, qui avaient l'eau courante. Enfin voilà, c'est une vision vraiment très métropolitaine de la colonie. Donc voilà, il y a cette idée-là. Les services qui doivent aider, c'est services sociaux divers et variés, qui vont progressivement... Alors, je pense que si des personnes peut-être plus à même que moi pourraient en parler, mais ce sont aussi des services qui sont diligentés en fait par la préfecture, par l'État. Donc en fonction des personnes, l'accompagnement social peut être assez variable. Et en tout cas, les moyens qui sont alloués à ça sont sans cesse en récession ou coupés pour arriver vers les années 73 à être quasiment minimes. Ensuite, vous avez une école, par exemple sur la cité du 51, qui est implantée au sein de la cité avec des enseignants qui sont volontaires pour venir y enseigner. Mais c'est pareil, ils n'ont pas de moyens. Les cités, dans les textes, doivent être à proximité des centres-villes. Elles sont, pour celle de Gennevilliers, situées sur le port de Gennevilliers, qui est la cité de transit. Voilà. Et le port est un endroit administrativement particulier qui n'appartient pas à la mairie de Gennevilliers, mais qui est sous la tutelle directe du préfet. Et donc, les personnes qui logent dans ces endroits-là, c'est-à-dire sur le port, répondent à une juridiction un peu spéciale, comme pouvaient l'être certaines juridictions dans les colonies, par exemple. Et donc, les populations ne sont pas détentrices ne sont pas considérées comme locataires, elles ne sont pas détentrices d'un bail, ce qui fait qu'elles ne sont pas protégées par la loi française qui régit ce statut-là, et donc elles sont expulsables sur le champ. Elles payent une indemnité de logement, mais pas un loyer.
Voilà. Et là est toute la différence. Donc, il est précisé que la durée de séjour doit être aussi brève que possible. En réalité, les familles restaient en moyenne combien de temps dans ces cités de transit? Bon, elles y restaient plusieurs années, enfin c'est sûr qu'elles y restaient pas quelques mois. En fonction de leur arrivée, je crois que Gennevilliers c'est milieu des années 60, et ça doit être... les dernières cités de Gennevilliers sont rasées à peu près au milieu des années 80. Donc vous avez des familles qui vont rester 5, 6, 7, 8 ans. Et là où je trouve que ça parle encore aujourd'hui, c'est l'idée que, confronté à un problème, on fait un effet d'annonce, mais que concrètement, des fois, les solutions qui sont développées sont l'exact symétrique en fait, de l'annonce. Donc on dit qu'on va mettre les gens à proximité, on les éloigne, on dit qu'on va les accompagner, on ne les accompagne pas, on dit qu'on va être là de manière transitoire, donc on se dit 2 ans ou 3 ans, 2 ou 3 mois ça va suffire, elles y restent plusieurs années. Donc voilà, on est toujours dans une forme de double discours comme ça. Oui, parce qu'à cette époque, il y a eu un moment où il y a eu une couverture médiatique de tout ça, donc évidemment la population trouve ça scandaleux, et à partir de là, les politiques doivent il faut faire des effets d'annonce, qui ne sont pas forcément suivis comme vous dites, d'actes très sur le bidonville, concrets. oui, c'est ça. Pour le bidonville, pour le rasage, c'est ça qu'on voit chevènement qui déambule dans les bidonvilles qui sont en train d'être rasés. C'est un effet c'est une communication politique. On a l'impression que le problème est résolu. Or, en fait, il n'est pas résolu. Vous aviez des familles qui voulaient rester sur le bidonville. Voilà, vous avez des situations beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît. Alors un autre extrait, vous dites en 1973, la CETRAFA, donc cet organisme-là qui gère tout ça, abandonne ses missions de socio-éducation et de relogement en HLM. Les centres de soins sont supprimés, la présence des assistantes sociales diminuée, l'entretien des baraques laissé en attente. Donc là, on est en 1973, et qu'est-ce qui se passe? Ils ont laissé tout le monde en plan? Comment ça s'est passé après? Oui, en fait, il y a toujours un gardien, mais après, progressivement, la cité est davantage refermée et livrée à elle-même, en fait, voilà, sur les travaux. Donc c'est comme ce sont des logements qui ont été construits aussi de manière rapide, souvent à des systèmes de préfabrication de l'époque, donc qui n'étaient pas faits pour durer, ça se dégrade, ça s'altère. Et un des points communs quand même entre le bidonville et la cité de transit, c'est que le rasage ou la disparition en fait, de ces lieux n'est pas lié à une forme de vétusté, de déconstruction, d'insalubrité globale, mais il est dû à des logiques foncières. C'est-à-dire que les gens ne sont relogés que quand leur habitat gêne le développement de la ville. Que ce soit le développement des autoroutes, que ce soit, donc là c'est la 86 sur la cité, que ce soit le développement de Nanterre et de l'EHPAD pour les bidonvilles de Nanterre. Donc c'est toujours un peu la même logique, on fait miroiter aux gens que en jouant le jeu de l'administration, en se rendant tout le temps à l'administration chaque mois pour voir où en est leur dossier, ils vont être relogés. Et là, ils vont de file d'attente en file d'attente. Voilà, mais concrètement, en fait, c'est pas comme ça que ça se joue. Alors, vous décrivez aussi un passage un petit peu plus long, et je trouve qu'il mérite qu'on s'y attarde. La cité de transit, située au 51 route nationale du port à Gennevilliers, est gérée par la CETRAFA, donc Centre de transit familiaux, et la préfecture. Plus de 150 familles étrangères, maghrébines en majorité, mais aussi portugaises, espagnoles et yougoslaves, y résident. Sa construction en 1966, sur des terrains appartenant à la préfecture, s'est faite au mépris de l'avis d'insalubrité des lieux pris par la mairie de Gennevilliers. Les baraquements en préfabriqué sont situés dans une enclave inondable en cas de crue de la Seine. Ils sont bordés au nord par le port, à l'ouest par les échangeurs routiers, à l'est par la ligne de chemin de fer et au sud par le chantier de la future autoroute. Au-dessus des logements passent des lignes à haute tension. Les premiers commerces, ceux d'Asnières et de Colombes, sont à 30 minutes de marche. Donc ça donne tout ça une bonne idée du lieu, de l'ambiance, du contexte visuel et sonore, au milieu des échangeurs routiers, des lignes de chemin de fer. Est-ce qu'il reste des traces de ces lieux aujourd'hui, ou est-ce que les constructions nouvelles ont tout recouvert? Est-ce que vous avez pu... Mais sur l'emplacement, par exemple, de cette cité-là, aujourd'hui, vous avez des dépôts, des hangars, en fait. Voilà. Donc il y a toujours la voie de chemin de fer, je ne sais pas si elle est très utilisée maintenant, mais elle est toujours là. Il y a toujours le port, il y a toujours la 86, il y a toujours les lignes à haute tension. Donc en gros, le périmètre autour de la cité a globalement un peu évolué. Les tours de logement de l'autre côté sont toujours là, mais par contre, forcément, sur le terrain, on a rasé ces cités aussi pour y reconstruire après des hangars ou des choses. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que les cités, si on regarde bien,
je le remarque quand vous dites ça, c'est qu'elle n'est entourée que de flux. C'est-à-dire du flux routier, du flux de marchandises, du flux électrique, du flux... Donc il n'y a pas de service. C'est vraiment, on est dans une logique de flux. Et d'ailleurs, les entreprises qui y sont maintenant sont du flux de marchandises aussi, puisque c'est des hangars et des entrepôts. Oui. Alors, ce sera le dernier passage que je vais lire, pas la dernière question, mais le dernier passage. Donc, je vous cite. Les habitants de la cité sont logés à titre provisoire et momentané. Ils ne sont pas titulaires d'un titre locatif, mais payent une indemnité pour le compte de la CETRAFA. Le montant est identique. Ça, c'est incroyable quand même. Le montant est identique à ce qu'ils paieraient pour un appartement équivalent en HLM. Officiellement, le relogement en habitat définitif ne saurait tarder. Pour les familles, la seule solution reste l'attente. Le règlement de la cité précise que les familles dont le père se retrouve sans contrat de travail sont expulsables sans préavis sur simple notification de l'employeur auprès de la préfecture ou du gérant auprès de la CETRAFA. Privés du statut de locataire, vous en parliez tout à l'heure, les habitants sont sans droit. Et là, en fait, deux choses me traversaient l'esprit en lisant cela. Je trouve que d'un côté, on découvre aussi au travers de votre récit que nos droits ont pas mal évolué, parce que des gens se sont battus pour qu'ils évoluent, pour que les droits humains évoluent, les droits des salariés. Mais à une époque, en fait, aujourd'hui, où le monde du travail se reprécarise et où ces droits acquis sont de nouveau menacés, on voit bien la brutalité, en fait, de cette précarité qui peut entraîner une dégringolade très, très rapide dans la vie d'un individu. Oui. Plus de contrat de travail dehors. Oui, c'est ça qui justifie l'attitude des parents aussi, qui ne sont pas dans une attitude revendicatrice, mais de ne pas faire de vagues et de ne pas se faire remarquer. Et qu'à un moment, l'idée de travailler sur la cité et l'usine automobile en parallèle sur le deuxième volet, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas bien comprendre l'un sans l'autre. Et je trouve que ce qui est intéressant sur ces sujets, c'est d'essayer de sortir d'une approche un peu trop binaire et de comprendre qu'en fait, les choix sont dictés par des situations familiales des fois complexes, et que ce qui pourrait apparaître évident pour un spectateur extérieur comme ceci ne l'est pas du tout quand on est dans une action et dans la vie. Voilà. Et sur ce dont vous parliez là sur les loyers, c'est vrai qu'on estimait qu'ils n'étaient pas en mesure forcément de payer les loyers. Alors ça arrangeait, parce que du coup on se disait qu'on n'avait pas besoin de leur proposer de logement puisqu'ils n'avaient pas la capacité financière. Or ils l'avaient puisqu'ils travaillaient et qu'ils payaient une indemnité qui était relativement élevée, donc très similaire à celle d'un loyer. Mais il y avait quand même là aussi l'idée de considérer ces populations immigrées comme un sous-prolétariat. C'était aussi très ancré, je pense, dans les esprits. Et les premières grèves d'OS immigrés vont être dans les années 70, au milieu des années 70 à peu près. Et le fait qu'eux soient contraints à ne pas faire de vagues, parce que la moindre vague fait que tout s'écroule, ça permet aussi à ceux qui sont leurs petits patrons, leurs petits chefs, ou par rapport au papier, de faire de l'abus de pouvoir dans les grandes largeurs. Ils sont considérés comme une force de travail uniquement, en fait. Voilà, je pense que ça se limite à ça, en fait, sur le chantier. Alors on sent que vous accordez une grande importance aux enfants, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils subissent, à ce qu'ils ressentent. On le ressent, vous parliez du fait que vous aviez conçu cette bande dessinée avec l'idée que le lecteur puisse être en immersion, voir au travers des yeux des personnes qui vivent dans ce bidonville. Et on voit même au travers des yeux des enfants. On ressent vraiment à leur place, et donc ces injustices, le mépris, la misère, la boue. La boue est partout. Donc la boue tout l'hiver, et il faut des chaussures, on met des morceaux de plastique autour des chaussures quand on va à l'école pour traverser ces champs de boue, et on enlève ensuite les plastiques pour pouvoir entrer à l'école. C'est parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir plusieurs paires de chaussures. Il y a la pluie qui entre dans les baraques du bidonville, la nuit que vous rendez très présente, le bruit est très puissant aussi, le bruit des tractopelles, des bulldozers, des chantiers puisqu'ils sont partout autour, la promiscuité, la neige, les rats. Des enfants ne peuvent pas sortir indemnes de tout ça. En fait, alors je pense que ça dépend déjà à quel âge ils sont arrivés, quel a été ensuite leur parcours, mais les enfants ont aussi une reconstruction de ce qu'ils ont vécu, différente de celle de leurs parents. Et il se trouve que moi, les personnes que j'ai rencontrées sont aujourd'hui plus âgés. Mais ils étaient adolescents à l'époque, et donc ils ont une vision qui n'est pas forcément négative de l'expérience, parce qu'ils ont tissé d'autres relations. Ils n'ont pas vécu de la même manière que leurs parents. C'était aussi, le bidonville, c'était aussi l'espace de liberté. Ils pouvaient... Il n'y a pas forcément un traumatisme. Non, pas forcément, non. Et quand on écoute les personnes, même des enregistrements, on sent qu'ils se souviennent aussi des bons moments. Peut-être qu'on fait des fois le tri dans ce dont on se souvient, mais je pense qu'on
on a des souvenirs des fois qui ont tendance à aussi retenir ce qui a forgé des liens, ce qui a forgé notamment des liens d'entraide, même sur la cité. En fait, voilà, on sent que les enfants font corps ensemble. Et les personnes que vous avez rencontrées, donc des personnes qui pouvaient être déjà parents lorsqu'elles étaient sur place, ou justement celles qui étaient enfants, quel est leur sentiment aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont gardé des liens entre eux? Moi, j'ai gardé ceux que j'ai rencontrés, je les ai rencontrés, une personne me renvoyant sur une autre, etc. Et donc forcément, elles ont toujours des liens. Après, je pense qu'il y a des groupes qui se constituent au fur et à mesure de la vie. Et voilà. Et donc moi, les personnes forcément que j'ai rencontrées sont toujours en lien. Ce sont des personnes qui ont eu des postes à responsabilité ensuite, donc qui n'ont pas forcément eu une trajectoire dans les usines, comme ça a pu être le cas pour d'autres. Mais à vrai dire, dans les expériences de vie, il n'y a pas une seule expérience. C'est ça qui est compliqué sur les sujets. C'est-à-dire qu'il s'agit pour moi de travailler sur le bidonville et sur la cité de transit, d'expliquer un peu ce qu'était une condition de vie à cette époque-là, et en même temps d'être dans la construction particulière d'une famille qui en soi ne pourra jamais être représentative de toutes les expériences des gens qui ont vécu sur le bidonville. Et en même temps, elles partageront avec toutes les autres personnes un certain nombre d'expériences qui font leur appartenance à cette histoire-là. Et ce qui m'intéresse moi sur les témoignages, c'est qu'au bout d'un moment, quand vous rencontrez, que vous écoutez des témoignages, vous avez quand même beaucoup d'expériences qui sont similaires. C'est-à-dire, en gros, dans les grandes lignes, les gens vont raconter les mêmes choses, mais par contre, ce qui est la force du témoignage, c'est que je vais être à la recherche ou dans l'attente d'une manière spécifique, d'une anecdote spécifique qui dit mieux que les autres quelque chose. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans toute cette histoire? Parce que ça représente du coup plusieurs années de votre vie de travail sur ces 2 volumes. Je pense que j'aurais un peu de mal à faire le tri en fait sur l'ensemble des choses. Disons que c'est plus... ce que je trouve intéressant, moi, c'est les manières de braconner de toutes ces personnes. C'est comment, dans un écheveau de rapports de pouvoir, de contraintes, en fait, les personnes inventent des stratégies pour résoudre les difficultés, que ce soit des difficultés pour aller chercher l'eau, que ce soit des difficultés pour les enfants, pour jouer au foot. Et c'est vrai que les personnages des enfants dans le 2e volet, ils sont là aussi parce qu'ils montrent une ingéniosité face à la difficulté, et ils la contournent, ils l'adaptent, ils s'en débrouillent. Et c'est presque une manière plus forte que de présenter les contraintes a priori. Et techniquement, vous avez voulu travailler vos dessins comme les architectes de l'époque. Pourquoi ? Disons que je reprends les outils un peu emblématiques de l'architecture à cette époque-là. C'est-à-dire que je travaille sur le premier tome notamment, enfin le 2e aussi, remarquez, au rotring sur du calque. Et puis sur le premier tome avec des petits réaux de gris au crayon à papier, ce qui est un peu la technique. Réaux de gris, c'est-à-dire on grise certaines parties. C'est la manière dont on faisait les ombres portées des bâtiments sur, par exemple, les grands ensembles ou au niveau du dessin. Mais ça, c'est plus une sorte de clin d'œil que je fais a posteriori. Au départ, c'est plutôt l'idée d'arriver à dessiner au rotring sur une certaine échelle de format. Je dessine quasiment à l'échelle de l'impression, donc tout ça est assez petit. Et ça me permet d'englober d'un seul regard la page en entier quand je dessine. Voilà. Et c'est un outil en plus avec lequel je suis assez à l'aise. Voilà. Et le rotring, souvent on l'associe avec du calque parce que c'est 2 matériaux, un outil et une matière qui fonctionnent bien ensemble. Et le choix du noir et blanc ? Et le choix du noir et blanc parce que je ne ressens pas le besoin de travailler en couleur. Il n'y a pas d'automaticité ou d'automatisme entre le choix des techniques. Les choses ne vont pas forcément de soi. Souvent, le fait de concevoir quelque chose, il est souvent lié à un réseau de contraintes qu'on s'est posé avant. Et donc, par exemple, pour les 2 livres, là, je travaille en noir et blanc, et le fait de penser les choses en noir et blanc fait que en fait, la couleur n'est plus du coup un problème, puisque je trouve des solutions à l'échelle du noir et blanc pour résoudre les difficultés. Donc, je découvre de nouvelles pistes que je n'aurais pas explorées ailleurs si j'avais travaillé à la couleur, et la couleur m'aurait certainement libéré d'autres horizons, mais c'est pas ceux que j'avais envie d'explorer. Toutes les cases, il y a très peu d'effets de plongée, de contre-plongée. On est toujours à la hauteur des personnages pour être avec eux, donc on n'est jamais ni en surplomb ni en... Et le fait d'éviter ces mouvements de point de vue incessants, en fait, ça conduit à développer une trame narrative et un rythme un peu spécifique. Le 2e volet, il y a pour moi, l'idée du 2e volet, c'est vraiment le rapport du fils et du père à des rapports d'autorité, à des relations d'autorité. Celles qui se jouent au sein de l'usine,
le chef d'atelier, le contremaître, le régleur, etc. Et ceux qui se jouent au sein de la cité de transit avec la préfecture, le gardien, les policiers et les enfants. Et donc les enfants et les pères se situent de manière différente par rapport à cette autorité-là. Et dans le livre, donc, on a un montage parallèle entre la vie du père, la trajectoire du père, la trajectoire du fils, et à la fin du livre, ils se retrouvent, et naît cette incompréhension entre les deux générations. Voilà. Donc l'histoire de ce livre, c'est l'histoire de ces deux trajectoires. Et sur le... Ah, voilà, je me souviens de ce que je voulais dire juste avant. Et donc sur le choix justement de la bande dessinée, par exemple l'univers du père, c'est un univers qui est fait uniquement avec dans ces contraintes que je fixe au départ, sur un système de gaufrier. C'est-à-dire qu'on a des strips, des lignes comme ça, de cases qui s'enchaînent, et on a 3 ou 2 cases par ligne, et 4 lignes en tout sur la page. Et cette grille, elle représente pour moi, d'une certaine manière, ou symboliquement, celle d'une forme d'autorité. Le personnage, il subit cette grille, et mon action subit cette grille, et à moi à la gérer pour que l'action se développe là-dedans. Et l'univers du fils est un univers qui s'émancipe progressivement d'une forme de carcan, et donc il remet en cause, les chapitres des enfants remettent en cause cette grille, et donc se libèrent en fait de cette construction de pages. Donc dans ce montage parallèle... Vous explosez justement les lignes et la composition, et les verticales. Voilà, donc du coup la composition, elle travaille aussi sur le médium lui-même de la bande dessinée, dans la mesure où, quand on tourne déjà les pages, quand on arrive sur les doubles pages, on voit une trame ou pas, et cette trame se disloque plus ou moins, et amène sur aussi d'autres principes de mise en page, et aussi d'autres systèmes de narration qui ont des rythmes un peu différents. Le titre, Demain Demain. Demain, c'est la promesse qui n'est pas tenue, demain, c'est l'espérance qu'on aimerait bien voir advenir, voilà. D'accord. Laurent Maffre, merci beaucoup. Merci. C'est passionnant. J'invite tous nos internautes à aller regarder, alors non seulement à aller acheter vos 2 volumes pour plonger dedans, mais aussi d'aller visionner ce webdoc qui est vraiment particulier et dans lequel on peut entendre des témoignages d'époque recueillis par Monique Hervaux. Je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. Et encore félicitations. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.